Bonjour à tous et toutes. Merci pour votre présence aujourd'hui, en ce 20 avril. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marianne Olivier d'Avignon qui va nous entretenir des soins palliatifs pédiatriques à domicile, l'expérience des intervenants de la première ligne. Et je tiens à souligner que Marianne est co-responsable de l'axe 2 du RQSPAL sur les soins palliatifs pédiatriques. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, Marianne. Bien, merci beaucoup, François. Merci d'être présent, tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis de venir vous présenter un projet de recherche qui me tient à cœur. Donc, c'est un projet que qui est fait en deux phases. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, juste un moment, les petits ajustements. OK. Je veux tout d'abord remercier en début de parcours de la présentation des personnes qui ont été vraiment dans un travail d'équipe formidable avec moi. Au niveau du soutien financier, c'est un projet qui a été soutenu par le Fonds de recherche du Québec, le programme Société Culture. Il y a une professionnelle de recherche, une collègue, Marie-Annick Robitaille, qui m'a beaucoup aidée dans le recrutement de cette étude-là. Et puis, une assistante de recherche qui a beaucoup amené à ce projet-là, Michel Parizeau, donc je les remercie. Et puis, ça a été vraiment une collaboration importante là, au niveau du CIUS de la capitale nationale puis du CIS de Chaudière-Appalaches. Je vois qu'il y a une faute dans mon Chaudière-Appalaches, je suis désolée. Donc, sans plus tarder, allons-y. Dans la présentation, je vais vous parler vraiment d'une présentation typique là, de projet de recherche. Donc, problématique, méthodologie, j'ai des résultats, une discussion, des retombées, puis bien sûr, je vais être intéressée à discuter de comment vous recevez ces résultats-là, vous qui écoutez la conférence. OK. Donc, quand on parle de soins palliatifs pédiatriques, on parle de qui? On parle de quel type d'enfant? Premièrement, si on regarde au niveau de la population du Québec, 1 791 646, c'est la population. Il y a des auteurs qui nous proposent des ratios au niveau de l'identification d'enfants qui présentent des conditions qui pourraient être admissibles à des soins palliatifs pédiatriques, donc des profils de maladies qui menacent la vie. Donc, en appliquant ce ratio-là, on arrive à une estimation pour le Québec qui tourne autour de 11 896 des poussières. Donc, c'est un petit nombre d'enfants comparativement aux soins palliatifs adultes. C'est un petit nombre d'enfants. C'est des maladies, des conditions qu'on va appeler habituellement des conditions complexes chroniques, des maladies potentiellement fatales, des maladies qui limitent la vie. C'est une grande hétérogénéité de conditions, beaucoup de maladies orphelines, des syndromes rares. Vous voyez, l'oncologie d'un enfant qui va décéder de son cancer, c'est juste au 6e rang au niveau de la prévalence des enfants qui vont décéder de leur maladie. Donc, ce n'est pas du tout la majeure, si on veut. Donc, des anomalies congénitales, conditions neurologiques, des conditions neurodégénératives. Donc, ça peut être très varié. Donc, on voit que c'est un profil de maladie qui est différent de chez l'adulte. Donc, premièrement, c'est ça qui est important de prendre conscience. Donc, ça, c'est en termes de... Puis, l'accessibilité de ces enfants-là, des soins palliatifs pédiatriques, bien, c'est un enjeu. C'est un enjeu bien connu. On peut parler de la formation. Donc, on pourra en parler parce que ça fait partie du projet aussi. Donc, ces enfants-là, on va dans les grandes normes, les grandes politiques, on propose de soutenir les familles qui sont face à cette épreuve-là dans un accompagnement palliatif qui est dès le début d'un diagnostic de maladie potentiellement fatale et de leur permettre un accès de soins palliatifs et soins de fin de vie dans le lieu de leur choix. Okay? Donc, ça peut être l'hôpital, ça peut être dans les maisons de soins palliatifs pédiatriques et puis ça peut être à domicile aussi. Donc, c'est dans les grandes recommandations.
Les recherches s'intéressent au domicile comme lieu de fin de vie de l'enfant gravement malade. On s'est intéressé à l'expérience des parents. On s'est intéressé à l'expérience des soignants, beaucoup au niveau de l'expérience et puis des soins donnés par des équipes de soins spécialisées en soins palliatifs pédiatriques lorsqu'il y a un accompagnement à domicile. Ça veut dire des équipes tertiaires pour lesquels il y a un mandat d'accompagnement à domicile. Ça existe dans certains pays, des modèles de soins comme ça qui vont à domicile. Ça peut être des équipes de soins spécialisées en maison de soins palliatifs qui ont un volet accompagnement à domicile. Donc, ça, c'est des intervenants qui sont vraiment compétents au niveau des soins palliatifs pédiatriques lorsqu'ils accompagnent à domicile. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi des accompagnements par des équipes primaires, des équipes communautaires qui sont habituées d'accompagner des adultes. Et puis, de temps en temps, ils vont avoir des enfants. C'est dans leur mandat d'accompagner des enfants dans le soin à domicile. Au niveau des préférences, la recherche nous indique que c'est vraiment le domicile qui serait le lieu de préférence, le lieu de choix pour la fin de vie de l'enfant. Donc, le domicile serait vraiment le lieu de choix pour la majorité des familles. Puis quand il y a des soins palliatifs et de fin de vie à domicile, d'intégrer plus tôt dans la trajectoire, ça maximise les chances que la fin de vie puis le décès se passe à domicile aussi. C'est reconnu comme étant des soins moins stressants pour l'enfant lorsqu'ils sont prodigués à domicile, ces soins de fin de vie-là. Ça permet aux familles de concilier la vie familiale aussi. Donc, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a de l'aide des grands-parents aussi. Donc, toute cette vie familiale-là qu'on reconnaît à la famille, c'est plus facile de concilier toutes ces demandes-là pour les parents quand ça se fait à domicile. Donc, il y a vraiment des avantages qui sont reconnus pour les familles. Il y a un sentiment de contrôle sur les événements pour les parents, sentiment d'inclusion par les frères et sœurs, puis aussi une aide davantage facile d'accès pour l'aide que nous procurent les grands-parents, qui sont très impliqués dans les soins palliatifs pédiatriques. Pourtant, dans les faits, ce n'est pas un lieu dans lequel il y a beaucoup de décès dans lequel il y a vraiment l'étape de fin de vie là, qui va vraiment se faire dans le domicile. Dans les recherches nous indiquent que dans la littérature scientifique, ce serait entre 50 puis 79% des décès en pédiatrie qui ont lieu à l'hôpital. Donc, on voit que malgré que ce soit le domicile, le lieu de fin de vie de préférence, ça se passe encore davantage à l'hôpital. À domicile, on va voir davantage des décès d'enfants en haut d'1 an. Donc, malgré que c'est les enfants, les petits-enfants, les petits bébés dans leur première année de vie qui décèdent en pédiatrie, à domicile, c'est les enfants de plus d'1 an qui vont davantage accéder au domicile pour les soins palliatifs et de fin de vie, et c'est davantage des enfants qui sont atteints d'un cancer. Okay? Donc, ça, c'est important. C'est un transfert de compétences qui peut être plus facile pour des intervenants qui accompagnent des adultes, qui rencontrent beaucoup d'adultes atteints de cancer en soins palliatifs et de fin de vie. Il y a peut-être une trajectoire qui est plus aisée pour des enfants qui souffrent de cancer à ce moment-là, ce qui représente une difficulté d'accès pour les autres pathologies. Il y a quelques années, rappelez-vous, on avait un plan de développement 2015-2020. Ça, c'était un plan lequel je me suis inspirée un peu au niveau de la pertinence quand j'ai développé le protocole il y a quelques années de recherche. Puis, on disait, oui, on souhaite vraiment développer, faciliter l'accès aux soins palliatifs à tous, à l'enfant aussi, donc en pédiatrie aussi, pour permettre vraiment un accès à des soins palliatifs de qualité et de fin de vie dans tous les lieux, dans les lieux de préférence pour la fin de vie, dont le domicile faisait partie. On voulait assurer aussi la qualité des services offerts à la personne et ses proches. Une qualité de service, ça veut dire aussi avoir des intervenants compétents, confortables à procurer des soins palliatifs à la clientèle, notamment la pédiatrie. OK.
Puis c'est ça, je reviens sur la priorité numéro 7. Quelque chose qui m'avait interpellée, c'était assurer la qualité des services offerts à la personne et à ses proches. Donc, une qualité de service, c'est par des intervenants compétents, mais comment répondre à cette compétence-là? Est-ce qu'on parle uniquement d'intervenants qui vont se sentir compétents au niveau des soins à prodiguer à l'enfant ou c'est plus large que ça? On s'en va dans des questions existentielles comme, par exemple, j'accompagne un enfant qui va décéder dans une société où la mort de l'enfant, bien, c'est encore très tabou et difficile d'être exposé à ça. Dans la recherche aussi, on nous indiquait, qu'est-ce que je trouvais dans cette recherche-là, dans la littérature, c'est que c'était un constat assez partagé dans la littérature. Il y a un malaise ressenti chez les intervenants de communauté qui viennent à être interpellés dans des suivis de soins palliatifs d'enfants à domicile et pour lesquels ce n'est pas la clientèle régulière. Pour lesquels ils sont habilités à l'approche palliative auprès d'adultes. Ils font ça depuis quelques années. Il y a vraiment un travail interdisciplinaire. Et puis, quand ils viennent à accompagner des enfants, mais il y a un malaise, vraiment. Il y a un inconfort. C'est ça qui était beaucoup relevé, malaise et inconfort. Donc, je retiens ça quand je commence à penser à ma question de recherche. Pour continuer un peu à étayer au niveau de la problématique, les soins palliatifs, ce malaise-là, cet inconfort-là, il a été bien documenté au niveau des soins palliatifs à domicile pour les intervenants qui accompagnent à l'adulte. On peut penser au travail qu'a fait la chercheure Lise Filion, une chercheure qui a été très active en soins palliatifs. On a eu la chance d'avoir à l'Université Laval en soins infirmiers. Puis, elle a fait des projets de recherche sur plusieurs années sur l'expérience des infirmières en soins palliatifs auprès des adultes, puis aussi ce besoin de compétences-là, cette expérience-là auprès des adultes. Puis, elle a développé des modèles. Mais là, en pédiatrie, est-ce que ça peut être différent? Parce qu'en pédiatrie, en fait, il y a vraiment toute cette dimension-là qui est différente au niveau de l'approche familiale. On est, comme je parlais tout à l'heure, c'est plus facile à domicile parce qu'il y a des frères et sœurs, il y a des grands-parents, tout ça. Donc là, on a vraiment une spécificité qui est différente avec cette approche familiale-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Avec une conception vraiment, un aspect développemental chez l'enfant. Donc, c'est un enfant qui est en développement au niveau cognitif, au niveau physique aussi, donc son corps change. Il y a des aspects pédiatriques au niveau des soins qu'il faut vraiment prendre en compte. Au niveau de la conception de la mort, tout un aspect développemental au niveau cognitif qu'il va falloir adresser de façon spécifique, qu'on n'a pas nécessairement au niveau de l'adulte. Fait que ça, c'est des éléments qui sont très différents aussi. Ne serait-ce que des soins aussi qui sont différents. Je vous reviendrai tout à l'heure dans les résultats, mais on m'a beaucoup parlé des stress des intervenants associés notamment aux insufflons, à des techniques de soins pour la gestion de la douleur ou les médicaments qui sont différents en pédiatrie. Des tubes nasogastriques utilisés auprès des petits bébés qui là, c'est vraiment différent, ça vient chercher des compétences que les personnes n'ont pas nécessairement développées. Fait que ça, c'est vraiment la spécificité des soins palliatifs à domicile qui fait en sorte que c'est une expérience qui est différente, qui peut possiblement engendrer un malaise différent, des besoins différents. Je vous parle ici de la spécificité des soins palliatifs en pédiatrie. L'enfant qui est en soins palliatifs et qui est soigné, qui soit en soins palliatifs, c'est ça. Donc, on n'est pas dans des soins de fin de vie nécessairement. On est vraiment dans une approche de soins palliatifs qu'on souhaite vraiment dès le début d'un diagnostic qui menace la vie. Il va être soigné en centre hospitalier, donc vraiment dans un contexte pédiatrique. Et puis, par une équipe qui est formée à la pédiatrie, aux spécificités de la pédiatrie, et formée à la spécificité des soins palliatifs auprès de ces enfants-là. Donc, c'est vraiment des équipes tertiaires, des équipes très spécialisées au niveau des soins palliatifs pédiatriques, au niveau du centre hospitalier. Quand cet enfant-là avance dans la trajectoire de sa maladie, puis il y a un souhait d'aller vers la maison, vers le domicile pour recevoir des soins palliatifs, des soins de fin de vie, bien là, il va s'en aller à domicile
Et puis, il va recevoir des services au niveau des directions SAPA, hein, qui est une direction qu'on appelle du soutien à l'aîné, à la personne âgée. D'autonomie, soutien à l'autonomie à la personne âgée, je suis désolée, par des équipes SAD de soutien à domicile. Et il y a certaines équipes SAD qui sont dédiées aux soins palliatifs, qui ont cette expertise-là. Ça, c'est des équipes qui procurent du soutien, de la prise en charge pour une personne 0-100 ans qui a des besoins de soutien à domicile. Mais l'enfant, lui, va recevoir une prise en charge de cette équipe-là, qui n'est pas nécessairement formée à l'aise d'accompagner cet enfant-là. C'est des personnes qui ont développé une expertise au niveau des soins palliatifs à l'adulte. Il va avoir une implication, on continue de s'impliquer au niveau de l'équipe tertiaire du soin palliatif, du centre hospitalier. Toujours un lien important qui va être maintenu avec cette équipe-là. Et puis, par après, selon les modèles, parce qu'il n'y a pas de trajectoire unique, il va y avoir des fois l'implication de la direction jeunesse dans les CLSC, dans les CIUS et les CIS, ou encore de la direction DI, DP, TSA, qui est déficience intellectuelle, déficience physique, TSA, qui vont avoir développé une expertise au niveau de certaines maladies physiques. Donc, mon objet d'intérêt, dans le fond, c'est de dire, OK, il y a un malaise, puis ça situe vraiment ces infirmières, pas c'est juste ces infirmières-là, mais ces professionnels de la santé-là, ces intervenants qui sont dans ces équipes-là, qui ont à accompagner cet enfant-là. Comment on peut décrire le malaise? Comment on peut aller documenter l'expérience, les besoins de ces intervenants-là, parce que c'est eux qui sont responsables du soutien, puis du fait que l'enfant, la famille va avoir des soins palliatifs à domicile comme elle le souhaite. Donc, la question de recherche qui est née de ces constats-là, c'est, dans le fond, de s'intéresser aux principales sources d'inconfort, mais aussi de satisfaction, parce qu'il y en a qui aiment s'investir dans ces accompagnements-là, qui retrouvent de la satisfaction. Donc, c'est dans quelles conditions qu'on peut retrouver ces éléments d'inconfort et de satisfaction qui sont rencontrés par les intervenants de première ligne lors de la prise en charge d'enfants et d'adolescents en soins palliatifs à domicile. Avec des sous-objectifs d'identifier des besoins de formation, des besoins de soutien pour qu'on puisse offrir des soins palliatifs de qualité à cette clientèle-là. Pour identifier aussi des conditions optimales qui permettent de favoriser des pratiques collaboratives, parce que des pratiques collaboratives avec différentes directions dans les équipes communautaires, mais aussi avec l'équipe tertiaire qui reste impliquée. Et puis aussi des pratiques collaboratives avec la famille, qui est au cœur de ces soins palliatifs pédiatriques-là, les parents qui ont un rôle vraiment très, très, très important. Et puis, j'ai cherché à documenter les réalités dans des réalités urbaines, donc des équipes communautaires tout proches d'un hôpital spécialisé, et puis des réalités des équipes dans des milieux plus éloignés, donc des milieux ruraux. Donc, est-ce que ça peut être différent au niveau des stratégies d'adaptation, des éléments d'inconfort? Les cadres conceptuels qui m'ont aidé dans l'analyse, tout d'abord, Filion, je vous parlais tantôt de Lise Filion, puis son travail auprès des intervenants en soins palliatifs à domicile. Elle avait déjà documenté qu'il y avait des dimensions dans lesquelles il pouvait avoir des besoins, des insatisfactions, qui étaient les dimensions organisationnelles, professionnelles et émotionnelles. Je me suis servie de cette catégorisation-là, mais vraiment en étant très spécifique à la pédiatrie. Je suis aussi allée au niveau d'une théorie de la satisfaction au travail. C'est la théorie de la psychodynamique du travail qui nous dit, dans le fond, qu'il y a des éléments de souffrance vraiment qui vont être ressentis par l'intervenant, par le professionnel. Celui-ci va tenter ne restera pas dans sa souffrance, va tenter d'appliquer des stratégies pour s'y adapter. Elles peuvent être proactives, positives, mais elles peuvent être négatives. Donc, engendrer encore plus de souffrance. Donc, ça m'a permis un peu de voir au niveau des stratégies, d'essayer de documenter davantage les stratégies qui pouvaient être engendrées, pas engendrées, mais appliquées par ces professionnels-là, puis qui pouvaient possiblement même devenir des barrières à l'accès aux soins palliatifs pédiatriques pour les femmes.
La méthodologie, vous voyez, c'est un projet qui est composé de 2 principales phases. Il y a eu la phase 1 en janvier à mars 2000, dans laquelle j'ai rencontré des intervenants des équipes SAD, donc les équipes soutien à domicile. Puis il y avait aussi des équipes dédiées à travers ça, des équipes dédiées en soins palliatifs. Donc, ça a été 60 intervenants que j'ai rencontrés par une collaboration avec le CIUS de la capitale nationale et le CIS de Chaudière-Appalaches. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas de la région de Québec, c'est tous des... c'est le territoire, en fait, là, ces familles-là, ils viennent vraiment consulter, par exemple, au CHUL. Ça va être vraiment toutes des familles qui ont le même type de service. Ces intervenants-là, je les ai rencontrés soit en individuel ou en groupe de discussion pour une durée environ 1 heure d'entrevue avec un questionnaire d'information socio-démographique. Et puis, c'est ça. Donc, c'était des entrevues qui étaient centrées sur des thèmes là, au niveau des facteurs de souffrance, des insatisfactions à accompagner ces enfants-là, des éléments de satisfaction. Puis, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai pris l'analyse de ces résultats-là et je suis allée les présenter dans la phase 2 qui vient de se dérouler. Là, on a fait la collecte de données à l'automne dernier à des gestionnaires du CIUS et puis du CIS, Capitale nationale Chaudière-Appalaches. Donc, des chefs de programme, des chefs de service, des conseillères cadres, des directrices adjointes au niveau du SAPA, au niveau de la DSI aussi, Direction des soins infirmiers. Donc, des cadres, là, des gestionnaires qui avaient, pour connaître comment ils recevaient les résultats obtenus auprès des intervenants de première ligne, puis quelles étaient leurs visions, leurs recommandations. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, dans le fond, pour essayer d'améliorer le soutien ou c'est ça, pour les intervenants. Vous voyez que c'est une collecte de données qui s'est étirée dans le temps, hein, phase 1, janvier à mars 2000, puis vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mars 2000, il y a comme une petite pandémie qui est arrivée. Puis 2020, pardon, hein, 2000, j'ai fait une petite erreur dans mon diapositive. Et puis, c'est ça, donc la pandémie a fait en sorte qu'il y a eu vraiment presque 2 ans parce que nos gestionnaires étaient vraiment débordés. C'était vraiment très difficile de réaliser une collecte de données dans le réseau de la santé, dans les équipes de soutien à domicile. Donc, en laissant passer du temps, on a eu une belle collaboration à l'automne dernier. Donc, on a rencontré 17 gestionnaires. Voici le territoire dans lequel s'est réalisée la collecte de données. Donc, on voit ici le territoire de la capitale nationale, le territoire du CIS de Chaudière-Appalaches. Le petit triangle mauve ici, c'est le CHUL. Donc, une des analyses que je faisais, c'était la distance par rapport au centre tertiaire. Donc, l'équipe de proximité, l'équipe communautaire qui est plus loin. Est-ce que ça va être différent, ces stratégies, puis ses besoins, comparativement à l'équipe qui est collée contre l'équipe tertiaire? Le petit triangle mauve ici, c'est la maison de soins palliatifs l'Émerveille Suzanne Vachon. C'est une maison de soins palliatifs dans la région de Québec. Et puis, ils sont vraiment intégrés dans la communauté. Donc, c'était pertinent d'aller voir aussi comment c'était vécu, cet accompagnement. Si on regarde un petit peu plus en détail, au niveau du CIUS de la capitale nationale, on voit qu'on est allé vraiment de Pont-Rouge à la Malbaie. Donc, le territoire était vraiment couvert en entier. On a fait des rencontres avec des gens vraiment de tout proche, tout CHUL, puis on s'est éloigné aussi. Chaudière-Appalaches, c'est la même chose. On est allé vers l'équipe de Saint-Georges, l'équipe de Thetford Mines, Lévis, ici Saint-Jean-Port-Joli. Donc, l'aspect rural, l'aspect des équipes plus éloignées, c'était quelque chose qui était important aussi en termes de stratégie d'adaptation puis de vécu. Au niveau de la description de l'échantillon,
des 60 personnes, on voit que j'ai une majorité d'infirmières cliniciennes, hein, elles sont nombreuses dans ces équipes-là. Donc, une majorité d'infirmières cliniciennes, des nanothérapeutes aussi qui ont participé, travailleurs sociaux, puis un regroupement là, qui avait des techniciens en travail social, en éducation spécialisée, des préposés aux bénéficiaires. Ça, c'était un petit peu la majeure au niveau des professions. Quand on demande le nombre d'années d'expérience dans les équipes soutien à domicile, ça se présente vraiment de façon polarisée. Il y a vraiment un nombre important de jeunes professionnels, bien, jeunes en âge ou jeunes aussi en expérience au niveau de ces équipes-là. Donc, moins d'1 an d'expérience et aussi le groupe vraiment plus expérimenté qui cumule plus de 10 ans d'expérience dans les équipes de soutien à domicile. Donc, dans les résultats, on voit qu'on a cherché à documenter les facteurs de souffrance, mais les catégoriser selon la sphère organisationnelle, professionnelle et personnelle. Ensuite de ça, les facteurs de plaisir ou de satisfaction. On a fait la même chose, on l'a documenté au niveau organisationnel. Est-ce que c'est vraiment un facteur là, qui est associé à mon milieu de travail, à la culture organisationnelle dans mon CLSC, par exemple, dans une pratique qu'a développée mon gestionnaire? La dimension professionnelle, c'est au niveau de la réalisation de tâches et de fonctions qui sont en lien avec mon identité professionnelle d'infirmière ou de travailleuse sociale, par exemple. Est-ce que je sens que j'ai une souffrance, que j'ai une difficulté à réaliser des soins et puis c'est vraiment lié à mon identité d'infirmière, par exemple. Fait que c'est pour ça que ça vient vraiment m'atteindre, ça devient vraiment une source de souffrance. Ou au niveau personnel, par exemple. Est-ce que accompagner un enfant me bouleverse au niveau de mes valeurs, au niveau c'est ça, au niveau de l'inacceptabilité du fait que c'est un enfant qui a 4 ans qui est en face de moi. J'ai de la misère vraiment à faire face que cet enfant-là souffre, qui va décéder, contrairement, par exemple, à le fait que quand j'accompagne une personne qui est âgée, qui est une personne qui peut avoir, par exemple, j'ai dit un chiffre, là, 80 ans, 70 ans, et puis elle a fait sa vie, elle a eu un contentement dans sa vie, et puis elle a un regard sur sa vie passée, bien, là, à ce moment-là, on n'est pas dans le même portrait. On est avec un enfant qui a la vie devant lui. On est devant la souffrance de ses parents. Est-ce que ça, au niveau existentiel, c'est difficile pour moi puis ça peut représenter une source de souffrance. Donc, ça, c'était une dimension qu'on a explorée. Et puis, on aura demandé aussi par rapport à cette souffrance-là, aux différentes souffrances dans les différentes dimensions, comment faites-vous pour vous y adapter? Quel geste, quel réflexe, quelle stratégie, quelle habitude développez-vous pour diminuer cette souffrance-là? Encore une fois, bien, ces stratégies d'adaptation-là, qu'elles soient proactives, donc plus positives ou plus néfastes pour l'individu ou pour l'organisation, on les a catégorisées en dimension organisationnelle, professionnelle ou personnelle. Au niveau des particularités régionales, il y a des éléments qui sont très différents, qui sont ressortis au niveau des intervenants qui pratiquent en région plus éloignée, mais ça ne fera pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Donc, ici, il y a beaucoup de choses. Hein. On est dans les facteurs d'insatisfaction, de souffrance. Mais on va prendre le temps de les regarder parce que c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments au niveau organisationnel. Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est parce qu'on leur faisait parler des différents suivis qu'il y avait eu avec un enfant. Il y en a pour lesquels il y a eu plusieurs suivis. Il y en a que ça a été un suivi, 2 suivis à travers les années. C'est très inégal, encore une fois, au niveau de l'implication des équipes
auprès des enfants. Il y a beaucoup de différences là, au niveau des territoires de CLSC. On m'a dit, bien, on dirait qu'il y a une absence de culture organisationnelle en soins palliatifs pédiatriques. Ça veut dire que on est habitué de répondre à accompagner des adultes en soins palliatifs. On a développé des stratégies, on sait comment répondre à leurs besoins. Mais là, quand c'est un enfant, bien là, ça prend plus de temps. Et puis là, je n'ai pas nécessairement ce temps-là qui est disposé. J'ai d'autres familles à accompagner. On ne prend pas en compte que c'est cette spécificité-là dans l'accompagnement d'un enfant, que c'est un enfant et mon travail doit être différent. Donc, rapidement, ces intervenants-là me disent être en surcharge. Je me sens en surcharge parce que l'intensité d'accompagnement, l'intensité de soins que je dois donner, elle est plus grande que quand c'est un adulte dans les autres dossiers que j'accompagne. Si, par exemple, on regarde le verbatim, quelqu'un dit « Interagir avec un enfant, ça ne prend pas le même temps qu'une personne âgée. » On a 6 patients à voir, par exemple, en une fin de semaine, 7 ou 8. On doit interagir avec un enfant qui, lui, peut nous prendre 1h30 pour 15 minutes, un adulte. Il faut introduire ça dans l'horaire, puis c'est compliqué. C'est 2 vitesses totalement différentes. Il n'y a pas la même approche avec un enfant. Il faut que je joue avec lui. Puis on n'a pas eu cette formation. Donc, il y a aussi les parents à rencontrer, des fois des grands-parents, tout ça. Donc, vraiment, un sentiment de manquer du soutien organisationnel face aux spécificités des soins palliatifs pédiatriques. Ça serait lié aussi à cette rigidité organisationnelle-là qu'ils me disent reconnaître, ces intervenants-là. Donc, peu de place à l'adaptabilité, en fait, à faire différent. Okay? Ensuite de ça, il y a ça fonctionne par programme. Hein, au CLSC, vous savez, il y a le programme jeunesse, où là, il y a l'expertise pédiatrique. Les infirmières qui sont vraiment outillées au niveau de l'approche familiale, mais c'est pas les soins palliatifs ne sont pas leur expertise. Donc, la collaboration avec le programme jeunesse ou avec d'autres programmes ne se fait pas de façon fluide. Donc, un manque de collaboration. Difficulté dans le transfert de l'information. Ça, c'est revenu aussi au niveau d'une collecte de données. Vous connaissez la DAISY peut-être. Donc, la DAISY qui est vraiment un outil pour accéder, de transfert, de demande de service, en fait, que l'hôpital va faire vers le CLSC, vers l'équipe de soutien à domicile, pour donner de l'information sur le patient. Mais ce ne serait pas adapté à un patient qui a 4 ans ou un patient qui a quelques mois. Hein, les difficultés à la marche, les difficultés à parler, tout ça. Ça ne tient pas compte des aspects spécifiques de la pédiatrie. Donc, des intervenants qui me disent, bien là, je n'ai pas beaucoup d'informations. Ce n'est pas un outil qui est adapté. Donc, ça fait une transition à domicile, des fois, qui est difficile, qui fait en sorte que l'intervenant arrive à domicile, puis il y a beaucoup de surprises. Il manquait beaucoup d'informations. Une transition à domicile qui peut se faire aussi tard dans le processus, hein, vers la fin de vie. Et puis là, bien, il reste peu de temps pour s'impliquer pour l'équipe à domicile, puis ils vivent ça comme étant difficile. OK. Fait que ça, au niveau organisationnel, on voit qu'il y a vraiment des difficultés dans la trajectoire vers le domicile, hein, entre le milieu tertiaire puis le milieu communautaire ou les équipes de première ligne. Il y a les difficultés, les souffrances au niveau émotionnel. Ça l'a sorti tout de même assez de façon importante dans les entrevues. Un sentiment d'être impuissant face à la souffrance des parents. Ça vient vraiment toucher une sensibilité des intervenants du fait que c'est un enfant qui est en soins palliatifs, une identification à la souffrance des parents parce qu'eux-mêmes peuvent être des jeunes parents, peuvent avoir des enfants dans les mêmes âges. Donc, une identification aux parents qui amène de la souffrance émotionnelle pour les cliniciens. J'ai 2 petites filles, moi,
deux petites filles de 2 ans et demi à la maison. Il y a aussi ça, là, c'est qu'à un moment donné, émotivement, c'est difficile aussi. Donc, de transposer un petit peu le vécu de l'enfant gravement malade et de sa famille dans la fin de vie à ses enfants. Donc, une coupure qui peut être difficile quand on arrive à la maison. Cette souffrance émotionnelle-là, cette identification à la souffrance des parents, ça fait en sorte qu'on observait que les intervenants se donnaient des exigences personnelles élevées. Ça veut dire, ce suivi-là, je vais vraiment m'investir, il va avoir tellement un beau suivi, il va avoir des beaux soins palliatifs à la maison, comme je vais en donner plus que d'habitude. Donc, on se surinvestit, il y a un danger de se surinvestir auprès de ces familles-là qui nous touchent davantage, qui nous amènent une souffrance existentielle, mais dans un contexte où il y a un sentiment de surcharge, si on pense à notre dimension organisationnelle, une rigidité organisationnelle, un manque de formation. Mais on souhaite vraiment qu'il y ait le meilleur des suivis. Donc, ça peut faire vraiment c'est ça, des difficultés qui sont ressenties, de ne pas être en mesure de donner les soins qu'on souhaiterait donner. Ensuite de ça, au niveau professionnel, il y a aussi des difficultés qui sont apparues, des souffrances. Donc, notamment, le manque de formation en soins palliatifs pédiatriques. Le verbatim. La première souffrance pour moi, j'aime pas ça être incompétente, je veux vraiment aider. On pense à les exigences personnelles élevées, par exemple. La famille, les gens, je ne me sens pas de calibre pour faire ça. La personne ici, elle vient référer à sa faible exposition des soins palliatifs, à son faible sentiment de compétence à ce moment-là. Au niveau des relations avec la famille, ils nous disent des fois arriver en fin de parcours avec une transition à domicile qui est difficile, ils peinent à développer une confiance avec la famille. Ça, trouver sa place devant l'expertise des parents qui sont investis dans la maladie de leur enfant depuis longtemps, qui ont développé de l'expertise, avec une troisième ligne qui est souvent impliquée encore auprès de la famille. Donc, elle est où ma place, moi, comme intervenant? Donc, la perception d'être tenu à l'écart dans la prise en charge, des doutes de la famille, des familles qui vont dire, par rapport à ce soin-là que tu veux faire, je vais valider auprès de l'équipe tertiaire. Donc, le sentiment d'être toujours remise un peu en question. Et puis, un manque de ressources au niveau professionnel, soit des professionnels qui me parlaient d'une responsabilité de trouver des adaptations pour le domicile, des outils pour leur aider dans leur travail au niveau de l'ergothérapie, au niveau de l'inhalothérapie, puis là, d'avoir l'impression qu'il faut courir pour trouver des éléments, des outils qui sont adaptés à la clientèle pédiatrique, des travailleurs sociaux qui me disent, ils sont où les ressources pour aider ces familles-là? Je ne les connais pas, je ne suis pas mise en lien avec eux. Donc, c'est ça. Donc, d'avoir vraiment, de peiner à pouvoir remplir son rôle professionnel. Parce qu'il manque d'outils, il manque de guides, de guides de clinique. Au niveau des facteurs de satisfaction, de plaisir, qu'est-ce qu'on y retrouve au niveau de satisfaction après un suivi auprès des enfants? Qu'est-ce qu'on m'a dit dans les groupes, dans la collecte de données? Une appréciation particulière quand il y avait une communication fluide avec le milieu tertiaire. Quand on savait à qui s'adresser, par exemple, pour rechercher une intervention. Des personnes références dans l'équipe tertiaire. Par exemple, quelqu'un nous dit, il y avait beaucoup de problématiques respiratoires, mais j'avais une communication vraiment facile avec les pédiatres au CHUM. Quand on avait besoin, on a évité comme ça beaucoup d'hospitalisations. Je les appelais, ils me répondaient. Donc, des canaux de communication clairs. OK? Donc, avec une collaboration, oui, intersectorielle avec le CH, ça c'est important pour les équipes de première ligne, mais aussi interprogramme. Dans certaines équipes, il y avait des collaborations avec le programme jeunesse qui ont été très, très optimales,
puis ils ont permis, par exemple, à une infirmière de jeunesse, une infirmière de soutien à domicile, de faire un travail conjoint, de mixer leur expertise au bénéfice de la famille. Celles qui ont bénéficié d'une flexibilité organisationnelle, donc de gestionnaires vraiment ouverts à faire les choses autrement. Au niveau émotionnel, celles qui ressentent un sens à leur travail d'accompagner cette famille-là dans les derniers moments. Celles qui nous disent c'est une occasion de croissance personnelle pour moi. Bien, pour elles, c'est une satisfaction au niveau émotionnel, au niveau existentiel. Puis au niveau professionnel, bien, on a vu des facteurs de satisfaction au niveau de la collaboration en professionnel dans l'équipe interprofessionnelle, quand il y avait vraiment cette collaboration-là dans l'équipe. Un sentiment d'accomplissement personnel aussi. Avoir l'impression d'avoir fait une différence dans la famille. Quand on avait de la reconnaissance des familles qui nous disaient vraiment merci, puis vraiment des beaux gestes de reconnaissance. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment apprécié par les équipes puis qui faisait en sorte qu'ils continuaient de s'investir avec ces familles-là. Lorsqu'on a du temps pour bâtir la confiance avec l'enfant. Tantôt, dans l'autre verbatim, on dit mon enfant, il demande de jouer avec lui. Quand on a du temps, quand on est intégré tôt dans le processus, puis que la relation de confiance se développe avec la famille, avec l'enfant, puis là, vraiment, cette alliance thérapeutique-là peut permettre des soins, peut permettre vraiment de donner vraiment des bons soins avec lesquels la personne a un sentiment d'accomplissement. Mais ça, c'est très signifiant. Lorsque les professionnels avaient accès à des formations spécifiques, soit par exemple, ce n'était pas nécessairement juste des formations là, sur les soins ou une formation dans un congrès, tout ça sur les soins palliatifs, ça pouvait être aussi le fait d'être impliqué dans plus d'un dossier auprès des enfants. Dans certaines équipes, on dit, moi je levais la main, je voulais tout le temps les prendre quand c'était des enfants. Fait que là, la personne avait le sentiment de développer une certaine expertise. Quand il allait rencontrer, par exemple, on les mettait en lien avec un intervenant dans un autre CLSC, par exemple, qui avait accompagné des enfants pour le guider, pour pouvoir répondre à ces questions au niveau des intervenants. C'était significatif aussi. C'était quelque chose de satisfaisant pour eux. Implication en amont de la trajectoire de la maladie, ça veut dire que je n'arrive pas à la dernière minute dans la fin de vie à domicile. Mais on voit venir, on nous le dit un peu à l'avance, on est impliqué ou on a été impliqué dans le passé dans certains épisodes de soins. Puis là, la famille nous connaît. Puis ça, c'était très facilitant, vraiment reconnu comme un facteur de satisfaction. Tout ça, on est allé présenter ça aux gestionnaires dans la phase 2, comme je vous disais, à l'automne dernier. On est encore dans l'analyse de ça, mais je peux vous présenter juste des pistes, là, des petits constats au niveau de l'analyse préliminaire. Ce n'est pas 3 constats, c'est 4. Désolée pour la petite erreur. Donc, les gestionnaires reconnaissent le rôle des services de proximité, la responsabilité, en fait, des intervenants communautaires dans l'accompagnement des soins palliatifs à domicile. Hein? C'est pas... ils voient vraiment leur place, leur responsabilité dans cet accompagnement-là. OK? Dans les équipes SAPA, notamment. Par rapport à ce qu'on a rapporté du vécu des intervenants, ils nous disaient, oui, mais faisait un rappel de ce qui existait. Il disait, nos conseillères cadres, est-ce qu'on les utilise assez? Pourquoi on vient m'intervenir quand ça fait 2 mois que ça ne va pas bien dans la famille, que l'intervenant il a des difficultés? Est-ce qu'il y aurait lieu de soutenir davantage nos intervenants en première ligne pour que ce soutien-là soit vraiment, là, leur soit rappelé dès le début, là, puis qu'il y ait vraiment, vraiment accès à ce soutien-là? On dit qu'il existe, mais qu'il est utilisé plus en fin de course. On reconnaît qu'il y a vraiment place à l'amélioration, que devant les recommandations des intervenants, on dit oui, il y aurait peut-être lieu de systématiser davantage pour ne pas recommencer à chaque fois dans l'expérience de l'accompagnement d'un enfant. Peut-être systématiser
des parcours, des collaborations avec le programme jeunesse, peut-être développer des guides de pratique clinique pour assurer une pérennité un petit peu de cette expertise-là, pour ne pas avoir toujours à recommencer. Mais le changement de personnel est un enjeu. Le fait qu'il y a souvent des personnes qui commencent à s'impliquer dans les équipes SAD, les jeunes professionnels, ben oui, ça devient un enjeu. Mais il y aurait moyen de penser à améliorer ça. Et puis, il y a une volonté de faciliter la transition dans la trajectoire de la maladie entre les soins tertiaires puis le soin à domicile. Améliorer les canaux de communication, réunir les acteurs du soin tertiaire, du soin de première ligne pour vraiment là, améliorer cette trajectoire-là, en fait. Okay? Pour éviter là, que ça fonctionne en silo, pour vraiment favoriser la communication puis la collaboration. Ça, c'est reconnu comme étant vraiment des éléments des gestionnaires, mais on va continuer, l'analyse n'est pas terminée. Au niveau des éléments de discussion de la phase 1, il y a 3 principaux enjeux qui sont ressortis puis qui peuvent nourrir les barrières de l'accès à des soins palliatifs à domicile pour la famille. Oui, il y a l'aspect des connaissances et des compétences en soins palliatifs pédiatriques. C'est vrai qu'il faut davantage de formation, que les aspects cliniques sont importants. Oui, mais pourquoi je marque ça? C'est que dans cette étude-là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que oui, la technique pour mettre les insufflons amenait du stress. Le tube nasogastrique, ça amenait du stress pour les infirmières. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi les approches familiales, la notion du deuil chez l'enfant, ces éléments-là qui étaient importants aussi. La spécificité, dans le fond, de toute la globalité là, de l'approche pédiatrique. Donc, en termes de recommandations, on peut augmenter l'offre de formation, mais le maintien des compétences va toujours rester un enjeu à cause du petit volume en soins palliatifs pédiatriques à domicile. Donc, possiblement que le jumelage avec des équipes communautaires spécialisées, soit des intervenants qui en font davantage, des intervenants dans les maisons de soins palliatifs pédiatriques, du mentorat dans l'équipe tertiaire. Donc, de penser à une façon de maintenir les compétences, développer les compétences, mais les maintenir. Puis, le développement de guides cliniques étant aussi une recommandation importante pour permettre de pérenniser, justement, pour pas que chaque intervenant développe son petit outil puis qu'il n'y ait pas de retombées pour l'organisation. Ensuite de ça, la culture des soins palliatifs pédiatriques dans l'organisation. Essayer de la développer davantage, ça permettrait de faciliter l'accès. Donc, la reconnaissance de la spécificité, se démontrer flexible parce que la rigidité a amené des souffrances. Faire connaître l'offre de service. Il y avait des acteurs en première ligne que j'ai rencontrés qui disaient on ne connaît même pas qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire comme équipe soins à domicile, comme équipe dédiée en soins palliatifs. Donc, pourquoi on ne nous réfère pas les patients? Donc, puis, les enjeux de surinvestissement, de souffrance émotionnelle doivent être adressés parce que ce n'est pas juste des manques de connaissances au niveau des soins à l'enfant, c'est aussi, ils ont besoin ces souffrances-là, ça provient vraiment de manque de soutien au niveau émotionnel. Donc, pour ça, des recommandations pourraient être la création de moments protégés pour le soutien professionnel, des débriefings après ces cas particuliers-là d'accompagnement d'enfants, des pratiques collaboratives aussi entre les programmes SAPA puis jeunesse, qui, lorsqu'ils ont lieu, ces pratiques-là, améliorent vraiment la satisfaction des intervenants. Des modèles de pratiques différents. Donc, par exemple, des durées pour des visites plus flexibles, amener une diversité dans les partenaires, des partenaires jeunesse, comme par exemple, je nomme Deuil Jeunesse parce qu'il y a cette expertise-là au niveau du deuil, des ressources de répit, tout ça qui peuvent être différentes quand c'est des enfants. L'adaptation d'outils existants comme la DAISY pourrait aussi faciliter le transfert d'informations.
La continuité des soins troisième ligne, première ligne demeure un enjeu, puis semble être important comme barrière à l'accès aux soins palliatifs pédiatriques à domicile. Comme si l'intervenant en première ligne ne trouve pas sa place. Il y a un sentiment d'urgence aussi parce qu'il arrive souvent en dernier, en fin de vie, à cause d'une transition vers le domicile qui est très tardive. Ça amène un sentiment d'incompétence, de frustration. Bien ça, on pourrait alléger ça, répondre à cette barrière-là en impliquant tôt dans le processus l'intervenant de soutien à domicile. C'est pour la plupart des maladies au long cours. Donc, on gagnerait vraiment à impliquer ces acteurs de première ligne-là tôt dans certains épisodes de soins. Donc, planifier la transition, puis clarifier les rôles et les responsabilités de chacun entre l'équipe tertiaire, l'équipe de première ligne. Puis les pivots semblent être vraiment toujours très appréciés et clarifient l'information, permettent de faciliter l'accès à l'information. Des pivots en troisième ligne, en première ligne, qui peuvent vraiment se parler de façon très efficace au bénéfice de l'intervenant et de sa famille. Donc, vous voyez, mes résultats de recherche sont cohérents avec ce qui a été déposé à l'été 2022, le plan d'action 2020-2025. On est là-dedans. Il y a une priorité au niveau du développement de l'accès aux soins palliatifs pour la population pédiatrique. Dans les mesures, on propose de créer un centre de référence en soins palliatifs et de fin de vie pédiatriques. On propose de mettre à jour les normes en matière de soins palliatifs pédiatriques qui, elles-mêmes, en 2006, reconnaissait le domicile comme étant un lieu possible de fin de vie, et puis développer une offre de services de formation, enseignement, mentorat. Donc, ces mesures-là sont concrètes. Hein? On voit que vraiment mettre à jour les normes, c'est concret, créer un centre de référence, c'est concret, puis développer une offre de formation vraiment spécifique à la pédiatrie, c'est concret. Donc, on est en 2023. Là. Donc, permettre vraiment là, un avancement au niveau de ces indicateurs-là, ces mesures-là, ça permettrait véritablement d'améliorer plusieurs choses qui auraient des retombées positives sur l'expérience des intervenants de première ligne pour les soins palliatifs pédiatriques. Ça faciliterait cet accès-là. Donc, il faudrait faire des choses concrètes. Donc, au niveau des pertinences et des retombées, bien, ça s'inscrit particulièrement dans le modèle québécois d'organisation des soins et services à domicile, hein, dans notre modèle spécifique. Ça nous permet aussi, cette identification-là, des sources d'inconfort, de satisfaction, de voir, OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien quand il y a un enfant qui décède à domicile, selon la perspective des intervenants. Quels sont leurs besoins au niveau de la formation, mais aussi un besoin de soutien, parce que dans cette étude-là, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas juste des besoins de formation. Il y a vraiment un besoin de soutien organisationnel et un besoin de soutien dans les souffrances émotionnelles de ces intervenants-là. Puis de faciliter les trajectoires entre les lignes de soins. Ça permet l'identification de conditions qui vont permettre une prise en charge optimale. Donc, tout ça vraiment pour le bénéfice des intervenants qui vont vouloir s'impliquer dans les soins palliatifs pédiatriques à domicile pour en venir à une satisfaction, à la réponse aux besoins des familles, en fait. Fait que ça permettrait vraiment l'amélioration de l'accessibilité puis de l'équité dans les soins palliatifs pédiatriques à domicile parce qu'actuellement, il y a une grande diversité dans les pratiques de soins palliatifs à domicile puis dans le vécu des intervenants selon les régions. Juste dans notre grande région, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, on a vu vraiment une très grande différence selon les lieux où on est allé rencontrer les intervenants. Voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour votre attention.